expatriés, bonjour. Pour ceux qui travaillent en mobilité internationale, c'est un véritable serpent de mer, alors que pour beaucoup d'expatriés, malheureusement, c'est une surprise et un choc. De quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui? Eh bien, du retour d'expatriation qui, pour beaucoup d'expatriés, se révèle beaucoup plus difficile que prévu. Ils ont l'impression qu'ils vont simplement revenir chez eux, rechausser leurs vieux habits et finalement c'est une toute nouvelle aventure qui se prépare. Alors que pour ceux qui travaillent en mobilité internationale, voilà des années que nous sommes bien conscients de ces enjeux et que nous essayons, mais sans grand progrès me semble-t-il, de faciliter cette transition. Alors, pour en parler et pour faire des progrès, justement, nous avons invité Pierre-Marie Cusset d'ADEO. Alors, ADEO, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais si je vous dis Leroy Merlin, alors vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. ADEO est la holding de Leroy Merlin et d'autres entreprises. Et Pierre-Marie Cusset, je vous disais qu'avec lui, nous allons pouvoir avancer. Pourquoi? C'est parce qu'il a une double casquette qui est assez rare en ressources humaines, celle à la fois de mobilité internationale, mais aussi de développement des talents, avec en plus le fait d'être un expatrié, d'avoir une grande expérience à titre personnel de l'expatriation. Donc, Pierre-Marie Cusset, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et juste un mot d'intendance pour les expatriés qui nous suivent en direct. Vous savez que vous pouvez poser des questions dans le fil de cette discussion sur Facebook. Vous pouvez aussi taguer des amis si jamais vous avez des amis qui rentrent cette année d'expatriation et pour lesquels vous pensez que ces informations pourraient être utiles. Surtout, n'hésitez pas à leur faire signe. Alors, première partie de ce webinaire, qu'est-ce que nous dit le baromètre de l'expatriation produit par l'Expat Lab d'Expat Communication, avec un certain nombre de partenaires, dont ADEO, sur la réalité du retour des expatriés. Alors, je vais commencer par une moyennement bonne nouvelle, mais de toute façon, le but, c'est de trouver des solutions, donc j'y vais carrément. Les trois quarts des expatriés nous disent qu'il est au moins aussi difficile de revenir que de partir. Et 44% d'entre eux disent qu'ils se sont plutôt mal, voire très mal adaptés au retour. Donc, il y a un enjeu dans lequel je vous disais en introduction. Déjà, la première raison de cet enjeu, c'est que les expats, ils sont assez mal préparés. Donc déjà, vous qui nous écoutez, vous partez avec un avantage. Quand on regarde le détail de ce que nous disent les expatriés, pourquoi est-ce que, dans quel domaine est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Alors, je vais passer rapidement sur le premier point, sur le plan administratif. Si jamais il y en a encore parmi vous qui pensent que parce qu'on rentre dans son pays, les questions administratives vont être plus simples qu'au départ, ça n'est pas forcément vrai. À partir du moment où on est à cheval entre deux pays, on ne rentre plus dans les cases et c'est compliqué, et notamment pour ceux qui rentrent en France. C'est ce que nous dit l'enquête. Deuxième point sur lequel ils rencontrent des difficultés, c'est sur le plan social. La nature a horreur du vide. Est-ce que c'est une jungle où tout repousse à toute allure? Je ne sais pas. En tout cas, quand on est parti, les autres continuent leur vie. Le trou qu'a laissé notre absence n'est pas évidemment complètement comblé, mais enfin quand même partiellement. Et il n'est pas évident de s'en rendre compte, ni de se rendre compte du décalage qu'on peut observer avec ceux qu'on retrouve, que ce soit la famille ou les amis. Beaucoup nous parlent de solitude, d'incompréhension. C'est comme si jamais les 10 ans qu'on avait passés ne comptaient pas pour les autres. Alors il y a beaucoup à dire là-dessus. Ce qui est certain, c'est que c'est une période malaisée et que se refaire un tissu social, peut-être avec la nostalgie de la solidarité si facile qu'on a pu connaître en expatriation, ça n'est pas tout à fait simple. Troisième point sur lequel on peut rencontrer des difficultés, c'est sur le plan professionnel. Alors c'est valable aussi bien pour l'expat qui revient et qui pourtant retrouve un job, que pour ceux qui vont devoir reconstruire leur carrière au retour. Alors, celui qui retrouve un job, on pourrait penser que c'est facile, surtout dans le contexte actuel. Oui, mais les expats nous disent qu'ils rencontrent beaucoup de solitude au bureau et un grand sentiment d'incompréhension. Incompréhension parce qu'ils ont l'impression que les compétences qu'ils ont développées en expatriation n'intéressent pas forcément leurs interlocuteurs, ni leurs managers. Et qu'il peut y avoir aussi un certain sentiment d'ennui par rapport
à l'excitation qu'ils avaient sur leur poste en expatriation. Ça, on va en reparler longuement avec Pierre-Marie Cusset, mais n'oublions pas aussi ceux qui doivent rechercher un job, alors évidemment les conjoints, mais aussi tous ceux qui étaient en contrat local et qui, eux, ont la bonne surprise au retour de découvrir qu'ils appartiennent à la grande famille des profils atypiques. Et profils atypiques, alors il y a encore quelques mois, on était quasiment en plein emploi, notamment pour les cadres, donc c'était pas moins gênant que d'habitude d'avoir un profil atypique. Dans le contexte de crise actuelle, ça redevient un problème de devoir expliquer des choses que le recruteur ne comprend pas. Et sur ce type de profil, c'est sûr que la demande est extrêmement élastique à la conjoncture, c'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, elle se fait beaucoup plus ressentir pour ceux qui ne sont pas exactement dans le cœur de cible des recruteurs. Alors, petit bémol, hein, ça s'arrange parce que les soft skills qu'on développe, enfin, les compétences de savoir-être qu'on développe en expatriation sont de plus en plus reconnues comme étant utiles dans le contexte de crise qu'on traverse. Enfin, il reste encore beaucoup de recruteurs à convaincre. Dernier type de difficulté, je survole, je vais vraiment très vite. Pardon, mais si jamais vous voulez en savoir plus, ça n'est pas l'objet de ce webinaire, mais vous trouvez toutes ces informations sur le site d'Expat Communication dans la rubrique Expat Lab et vous pouvez avoir accès à l'ensemble des schémas, des données et des analyses. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'enquête. Et en tout cas, le point, je pense, le plus important des difficultés du retour, ce sont les difficultés identitaires. Quand on part en expatriation, on se dit, bon, d'abord, ça va être difficile, c'est quand même une expatriation, donc il y aura des challenges, et puis au pire, si jamais vraiment ça ne me plaît pas, eh ben, je rentrerai chez moi et ça sera un échec, mais j'ai toujours une voie de sortie. Au retour, aucun de ces deux éléments n'est plus accessible. On n'a plus l'excitation de la nouveauté pour nous aider à faire face aux inévitables difficultés d'une transition. Alors peut-être qu'il faudrait changer de lunettes, on en reparlera, mais en tout cas, il n'est pas évident de se motiver en se disant que c'est nouveau et passionnant. Et puis surtout, on n'a plus cette possibilité de se dire, au pire, si ça ne me plaît pas, je rentre chez moi, puisque chez moi, en théorie, on y est. Or, et c'est là que je parlais de questions identitaires, c'est dans ce sens-là que j'employais ce mot-là, on peut au retour avoir l'impression que non, on n'est plus chez nous. Est-ce nous qui avons changé ou est-ce le contexte qui s'est transformé? Toujours est-il qu'on ne trouve plus tout à fait nos marques, ni même le bien-être. Et puis même si on est parti, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne nous plaisait pas et que ce quelque chose nous titille encore au retour. C'est un moment qui est compliqué, c'est un moment qui est compliqué notamment pour les couples, parce que le retour, c'est l'heure des comptes. Hein. On a fait le pari souvent qu'il y en ait un qui travaille, l'autre qui suive. Et au retour, c'est le moment où on voit ce qui se passe. Que sur le plan financier, le retour peut être un moment un petit peu plus compliqué que l'expatriation. Et que ça, c'était pas forcément escompté. Donc voilà, beaucoup de choses qui nous titillent avec cette idée que les jeux sont faits et que maintenant il faut en tirer parti. Ce que la plupart des gens font bien. Hein. Je vous disais, il y en a 44% qui trouvent que l'adaptation est difficile ou très difficile, mais enfin il y en a quand même 56% qui trouvent que ça se passe bien, voire très bien. Donc ne noircissons pas excessivement le tableau. Mais cherchons en tout cas des solutions parce que des challenges, ça c'est sûr, au retour, il y en a. Et on a de la chance puisque Pierre-Marie Cusset est là pour en parler avec nous. Voilà, donc un tableau que je noircis un peu exprès pour commencer, puisque le but, ça va être de relativiser et surtout de trouver des bonnes pratiques pour réussir son retour. Pierre-Marie Cusset, quand je mets tout ça sur la table, hein, tous ces chiffres, enfin ces données en tout cas, que je n'ai pas inventées, mais qu'on tire de l'enquête du baromètre de l'expatriation, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Est-ce que cela correspond à ce que vous voyez chez ADO? Oui, ça correspond. En fait, c'est les sur lesquels nous les faisons travailler parce qu'on a identifié ça. C'est pas nouveau, mais nous on a fait le choix depuis une quinzaine d'années de travailler ça. C'est exactement les points que vous venez de citer parce que c'est autour de ça que ça tourne. Donc pas de surprise. Après, alors peut-être. J'ai pas l'impression que le tableau soit aussi noir que ça, mais ou en tout cas,
peut-être suis-je dans une entreprise dans laquelle les expatriés ont la chance d'avoir un tableau un peu plus lumineux à leur retour. On entend souvent dire, alors je ne l'ai pas dit parce que pour moi, il n'y a pas de chiffre, donc j'aime pas trop cette assertion, mais je suis contente de la vérifier avec vous, qu'il y a beaucoup d'expatriés qui démissionnent dans les 2 ans qui suivent leur retour. Alors on entend parfois même le chiffre de 47%. Je n'ai jamais très bien compris d'où ils sortaient. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez sur le terrain ou est-ce que c'est une légende urbaine? En tout cas, ce n'est pas une légende ADO. Donc, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais je crois que malheureusement, ce n'est pas une légende, c'est assez proche de la réalité. Mais nous, on est à l'extrême inverse. Aujourd'hui, on tient des statistiques sur les retours. On mesure, on prend une population d'expatriés qui rentrent et 3 ans après, on regarde qui est encore dans l'entreprise ou pas. Entre 85 et 90% de ces collaborateurs sont dans l'entreprise 3 ans après leur retour. Donc, on est quasiment à l'extrême inverse de la statistique que vous citez. Voilà. Et je sais que chaque fois que je cite ces statistiques, j'ai l'impression d'être un petit peu un martien, mais c'est notre réalité. Mais c'est pour ça qu'on vous a invité, Pierre-Marie Cusset, c'est parce qu'on se dit, plutôt que d'aller voir ceux chez qui ça se passe mal, allons voir ceux chez qui ça se passe très bien, parce qu'il y a certainement des choses à apprendre de ces pratiques. Alors, il y a certainement quelque chose qui est plus difficile à reproduire, qui est lié à l'esprit d'entreprise, peut-être même à son business, mais il y a certainement aussi des pratiques RH qui sont intéressantes à étudier. Juste avant de rentrer là-dedans, une dernière question sur le contexte. En quoi est-ce que le Covid cette année a un impact sur les processus de retour et sur l'expérience du retour pour les expatriés? L'impact, il est très simple en fait. Aujourd'hui, cette année, j'ai le double de retour de ce que j'avais planifié. Okay, et en fait, le doublement de ce nombre de retours est dû exclusivement au Covid. En fait, et à la situation de certains projets ou de certaines entreprises. Donc, ça a eu un impact très, très concret avec cette partie, enfin, avec de la gestion de crise, c'est-à-dire que c'est des retours qui, n'étant pas prévus, il a fallu agir dès l'annonce des projets qui étaient arrêtés ou redimensionnés. Voilà. Donc ça a été une grande nouveauté parce que ce n'est pas du tout notre façon de travailler. On commence à travailler 18 mois avant un retour. Donc là, on a commencé à travailler 2 à 3 mois avant. Et on voit bien aussi l'impact que ça va avoir en termes de RH. C'est-à-dire que tout à coup, l'employabilité de l'expatrié au retour devient un gros sujet. Alors oui, ça devient un gros sujet. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est liée au fait que, c'est une raison qui est très simple, c'est que comme on a fait jouer les dispositifs de chômage partiel très rapidement dans toutes les entreprises du groupe, la majeure partie des interlocuteurs que j'ai en temps normal pour travailler sur les suites de parcours n'étaient pas opérationnels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là où on a l'habitude de travailler sur de la projection professionnelle pour tenir compte des acquis de l'expatriation, là, on se retrouve à travailler, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la voile derrière les écrans, mais à travailler comme équipage sur un bateau où on met les meilleurs au poste de manœuvre qu'ils maîtrisent. On n'est plus du tout sur de la projection, on est sur je fais rentrer les collaborateurs là où leur expertise principale peut s'exprimer, parce qu'on a un contexte de crise. Donc, on ne fait pas du développement des talents, on fait de l'assurance talent. Exactement. Et ça n'a pas toujours été très simple à expliquer. Parce qu'on est chez ADO et qu'on oublie que les crises, ça nous arrive aussi, la preuve, et que là, manifestement, il y avait un contexte qui était complètement nouveau, dont on ne pouvait que tenir compte. Ça, c'était, Par contre, à aucun moment, il n'a été question d'envisager, de se séparer d'une personne ou d'une autre. Ça a été le sujet a toujours été clair là-dessus dès le départ.
Ouais, ça, c'est une spécificité d'ADO. Enfin, il y a un certain nombre de groupes qui ne pourront pas appliquer ce genre de, de pratique, malheureusement. Mais déjà, ça va changer beaucoup de règles, de pouvoir être sûr que chacun trouvera un poste au retour. Là, la communauté RH a vraiment, enfin, c'est serrer les coudes, et pas uniquement la communauté RH. Je parle de la communauté RH parce que c'est le point d'entrée, mais derrière, la plupart des parties, les parties prenantes se sont serrés les coudes. Les seuls messages que j'ai eus ont été aucun souci, on va vous aider, on va trouver des solutions. Voilà, c'est les messages que j'ai eus. Donc, énormément de confiance. Donc ça va être le contexte particulier d'ADO, donc un groupe où il n'y aura pas de licenciement, mais des retours massifs en ce moment, et qui d'habitude anticipe beaucoup plus que dans pas mal d'entreprises ces retours. Si on en vient à la deuxième partie de notre propos, qui est quelle best practice on peut partager pour les expats, pour leurs familles, pour les entreprises, déjà aux collaborateurs qui reviennent, quel est votre message en temps habituel? Il s'articule sur 3 points, ce message. Le premier, j'insiste sur le fait que ce n'est que des points de bon sens. Il n'y a rien de très technique là-dedans. Le premier point, c'est que c'est d'aborder le retour comme une nouvelle expatriation. Je n'ai de cesse de le répéter ça. C'est aborder le retour comme une nouvelle expatriation. Ce n'est pas parce que vous rentrez en France, en Espagne, en Italie, que, comme au pays, tout va être facile. Donc, et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir cet état d'esprit de découvreur que vous aviez quand vous êtes parti en expatriation. Ayez le même état d'esprit quand vous rentrez, en l'occurrence, chez vous. Ça sera la meilleure façon d'avoir des déconvenus, d'éviter d'avoir des déconvenus, pardon, voilà, parce que pas d'illusion, ou en tout cas pas de schéma. Et puis aussi la meilleure façon d'avoir des bonnes surprises, parce qu'il y a des tas de choses sympas qui se passent dans son pays pendant qu'on n'y est pas. Pas l'oublier. Le deuxième point, alors moi c'est un travail qu'on fait très en amont, qu'on démarre entre 9 et 6 mois avant le retour, où on leur fait faire un travail d'acceptation de ce qui va se passer. Mais là, c'est un travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire que l'idée, elle est plutôt que de se dire je vais quitter quelque chose de génial et je vais revenir dans quelque chose qui est moins, que je connais, qui est moins excitant, c'est les amener à faire ce travail de ok, mais finalement, est-ce que je suis pas en train de me faire des idées, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bien là-dedans, et qu'est-ce que ça pourrait me permettre de faire, qu'est-ce que ça pourrait me permettre de réaliser. Donc, transformer le point de vue en quelque chose de résolument positif. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a quand même cette idée de en expat, c'est tellement mieux qu'au pays. Néanmoins, en faisant là, on désamorce beaucoup d'éléments qui vont être perturbateurs au moment du retour. Et quand je dis perturbateurs, je parle d'éléments qui, non contents de ne pas faciliter le retour, vont le compliquer. Voilà, simplement parce que on n'aura pas pris les choses par le bon bout. En fait, moi, ce que je leur demande de faire, là, c'est de changer de lunettes. C'est de regarder les choses différemment, de changer de point de vue. Et le troisième point, finalement, celui-là, il commence dès le départ, c'est le réseau. C'est-à-dire que tous les mouvements de retour, et c'est la majeure partie, dont le process se déroule très bien, il y a un ingrédient qui est capital, c'est le fait d'avoir maintenu les ponts avec le pays d'origine, avec l'équipe d'origine, de se tenir au courant de ce qui se passe dans l'entreprise qu'on a quittée, de continuer à faire fonctionner son réseau, simplement en commençant. Moi, ce que je leur conseille souvent, c'est les vacances, commencer par arriver 3 jours plus tôt
Et puis, au lieu de démarrer vos vacances tout de suite, ben, allez rencontrer un certain nombre de personnes juste pour maintenir le lien. Ça fonctionne bien. C'est très basique, mais le moment venu, c'est très efficace. C'est très badique, Aussi... mais c'est pas toujours mis en œuvre, voire même c'est rarement mis en œuvre. Alors, c'est quelque chose, ouais, j'insiste en permanence tout au long de leur chemin à l'expatriation. Pour ceux qui oublieraient de le faire ou qui n'ont pas une appétence particulière pour cette chose-là, j'insiste fortement sur ce sujet-là parce que je sais que c'est un ingrédient essentiel. Et c'est aussi comme ça que notre entreprise fonctionne. Hein. Ça, c'est un des éléments de notre ADN. Alors, un point que j'entends souvent dans les retours des responsables mobilité ou des RH, c'est oh là là, les expats au retour, ils sont insupportables, ils ont pris la grosse tête. Du côté des expats, j'entends plus oh là là, mais ce que j'ai fait là-bas, ils s'en fichent. J'ai appris des choses qui pourraient être utiles et j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Quels sont vos conseils pour sortir de cette incompréhension? Les conseils, ils sont liés à l'article que nous avons, c'est-à-dire que nous, on a un dispositif qui est autour de l'expat et de sa famille, quand même très serré et serré. Le lien est quasi et continu, aussi longtemps que dure l'expatriation. Et moi, il est rare que je passe sans parler à un de mes expats. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Donc, comment on évite l'incompréhension entre l'expat qui oui. et les RH qui disent il a pris la grosse tête? Ça se passe au travers d'échanges. C'est souvent de recontextualiser les choses. Parce que c'est vrai qu'un expatrié, souvent, fait des choses assez souvent extraordinaires, il faut être honnête. Mais en même temps, dans son pays, il y a aussi des gens qui font des choses extraordinaires pendant ce temps-là. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur cette notion de communauté et en expliquant que oui, tu es expatrié, tu développes une entreprise, tu fais quelque chose qui est extraordinaire, tu as lancé là, tu as mis en place un process qui est absolument génial, qui va être repris dans notre BU. Mais regarde ce qui se passe dans ton entreprise d'origine. Est-ce que tu sais qu'ils viennent de mettre ça en place? Donc, c'est en permanence de chaque fois que je peux avoir une tendance à dire oui, non, ce qu'on fait ici, c'est génial. Et quand je regarde ce qu'on fait en France, pour ne pas la citer, j'ai l'impression qu'ils sont arrêtés. Je ramène toujours les choses à ce qu'elles sont. Et je cherche toujours des exemples pour contrebalancer, pour qu'il n'y ait pas cette impression de ouais, mais il n'y a que nous qui faisons des trucs super et puis ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour se bouger? Pardonnez-moi le terme, mais c'est ça. Donc, il y a quelque part, je sais, c'est d'éviter, moi, une des choses que je fais, c'est d'éviter que la grosse tête n'intervienne. Voilà. C'est de garder, c'est de faire en sorte qu'ils gardent la tête froide. Et globalement, on a assez peu de cas de syndrome de grosse tête. Pas de. Bon, après, il y a toujours des questions d'ego qui viennent rentrer en ligne de compte, mais globalement, j'ai pas trop ce syndrome-là. J'ai plus le syndrome de oui, mais ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, ça intéresse personne. Et moi, c'est pareil, je contrebalance en disant ok, est-ce que tu t'intéresses à ce qu'ils ont fait? D'accord, donc alors, toujours ce balancier. Ben, Toujours ce mais miroir pas toujours. qui permet d'en mettre les choses en perspective. Exactement, mais ça remet les choses en place. Voilà. Et comme on est, comme c'est notre façon de fonctionner, cette communication très directe, très simple, où on a des collaborateurs qui, on dire, finalement, enfin, ont pas des choses très, très intéressantes, développent des boîtes, mais en même temps, ils ont, je trouve, un niveau d'humilité très élevé. Donc, ça pose pas une grande difficulté. C'est simplement un rééquilibrage quand par moment, c'est humain, ça peut déraper un petit peu ou ça peut avoir tendance à trop balancer d'un côté. Voilà. Et c'est du travail d'attention. Ce déséquilibre, en tout cas ce besoin permanent de suivi et de remettre les gens en fait en miroir, est-ce que dans le contexte du Covid cette année, il se fait particulièrement sentir?
Alors, ce qu'il a fallu mettre en miroir cette année, c'est ouais, il a fallu leur expliquer quelle était la situation réelle. C'est-à-dire que moi, j'ai eu en face de moi, et c'est normal, des collaborateurs qui n'avaient pas, qui n'avaient pas qui comprenaient pas exactement la gravité de la situation, et en France et dans l'entreprise. Donc, et là, il a fallu, et je reviens à mon image de manœuvre sur un bateau tout à l'heure, c'est là qu'il a fallu là aussi opérer un rééquilibrage. Voilà ce qui se passe, voilà le contexte dans lequel vous allez rentrer, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Okay. Donc, alors, en même temps, j'ai dit voilà ce qu'on va pouvoir faire, et en même temps, j'ai toujours essayé de continuer à faire ce que nous faisons en temps normal. C'est-à-dire que, compte tenu des compétences acquises, du chemin qui a été fait par l'expatrié, c'est de trouver des parcours, des suites de parcours qui permettent de valoriser ça. Bon, cette année, ça n'a pas toujours été possible. Ça a été dans un cas sur deux. Finalement, je pense qu'on peut s'estimer heureux d'avoir été capable de faire ça dans le contexte actuel. Ouais. On voit bien déjà les grands enjeux pour le collaborateur, mais souvent il ne rentre pas seul. Et le retour, c'est une période qui est compliquée pour toute la famille, c'est une période qui est compliquée pour le conjoint, qui souvent doit se réinventer professionnellement, qui a pas mal de logistique aussi sur le dos à ce moment-là. C'est une période compliquée pour les enfants. Des années après, les enfants expats disent que le moment le plus compliqué de leur vie, souvent, ça a été ce retour dans un pays qui était à la fois le leur et à la fois pas du tout le leur, un peu mythifiés par leurs parents et dans lesquels ils étaient étrangers sans que ça se voie. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour les familles aussi? Les bonnes pratiques, c'est ce que font de la mobilité internationale qui opèrent de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'elles reprennent au moins les deux premiers points que j'ai cités pour l'expat lui-même. C'est déjà, OK, vous allez rentrer, aborder les choses comme une nouvelle expatriation. Bon, plus tout le soin et l'accompagnement qu'elles mettent autour des personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort chez nous. Il y a vraiment beaucoup de soins à l'accompagnement du retour des conjoints d'expatriés et de leur famille. Le deuxième point, en fait, en préparant le webinaire, je me suis dit, mais finalement, c'est le même point. On a le même point pour le conjoint que pour l'expatrié. C'est qu'il y a ce travail de changement de lunettes. Là, le changement de lunettes va être différent, mais il va être lié au contexte dans lequel la famille vit dans le pays et le contexte dans lequel elle va continuer à vivre dans son pays d'origine, qui va forcément être différent. Bon. Et là, il y a un certain nombre de recalibrage à effectuer, de prise de conscience à avoir. Et ça aussi, mes collègues de la mobilité internationale font ce travail d'accompagnement. Et le troisième point, je parlais du réseau, mais vous parliez de famille tout à l'heure, mais c'est ça, quoi. C'est la famille, les amis. Moi, je vois beaucoup d'expatriés et de familles qui, et je le vis pour l'avoir été et pour avoir des amis qui le sont, qui font pas suffisamment attention à l'entretien du lien familial et du lien amical dans le pays d'origine. Et moi, ça, si je pouvais me permettre de donner un conseil, c'est ça, c'est de faire attention à entretenir ce lien-là, parce qu'il se passe la même chose que dans l'entreprise, c'est qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas là, une place a été prise, ce que j'ai fait, ça n'intéresse personne. Et donc là, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité pour comprendre que les amis, la famille, eux, ont continué à mener leur vie dans nos pays, avec leur schéma aussi, parce qu'ils ont leur schéma, il y a beaucoup de schémas sur les expatriés, et qu'il y a un travail de compréhension à avoir sur, ils ont leur schéma, mais faites attention, vous avez les autres et vous avez les vôtres, pardon, et
faites attention à bien vous écouter, c'est surtout ça. Et après, c'est sûr que si on a envie de raconter, si on rentre de 10 ans d'expatriation et qu'on a envie de raconter one shot les 3 pays qu'on a fait, ça va vite lasser beaucoup de gens. Moi, ce que je vois, c'est que ça se fait au fil des années après. Donc, il faut donner du. J'avais un de mes anciens collègues qui disait ça, et c'est vrai, il faut donner du temps au temps. Ça paraît complètement idiot, mais si vous analysez bien la phrase, elle est très vraie. Il faut donner le temps aux choses de se remettre en place, et les questions viendront. Et cette histoire de symétrie, toujours se mettre à la place des autres, quand on estime qu'on est mal loti, ce changement de lunettes est effectivement extrêmement aidant pour vivre mieux cette période qui n'est pas évidente. Troisième partie, pour l'entreprise, alors on a entendu beaucoup de choses déjà en creux dans ce que vous disiez sur l'expat et le collaborateur. Si jamais on veut, comme ADO, avoir 84% de nos expats qui sont toujours là au bout de 3 ans, quelles sont les clés? Il y a une clé qui est l'investissement humain en termes d'accompagnement. Je ne crois pas qu'on puisse tout faire. On vit tous le télétravail en ce moment. C'est un outil extraordinaire, mais je ne crois pas qu'on puisse tout faire à distance. Il y a une nécessité de… D'abord, il y a un élément de reconnaissance vis-à-vis de ces personnes qui se déséquilibrent, qui partent dans d'autres pays pour aider au développement d'entreprises. Et le simple fait d'aller voir sur place ce qui s'y passe et comment ça se passe, il y a déjà un élément de reconnaissance très basique. Mais il y a ensuite un élément de ressenti du contexte dans lequel l'expatrié évolue. Parce que derrière un écran, il ne vous aura pas échappé, le non-verbal est complètement inhibé. Et dans l'accompagnement de collaborateurs au long cours, ce sont des éléments dont on a absolument besoin. Donc ça, moi je mettrais, il y a une clé autour de l'accompagnement, de la proximité. Avoir une proximité très forte. La deuxième clé, elle est liée, je pense, alors ça vient, mais je trouve que ça tarde à venir, c'est que dans ces contextes de transformation accélérée et profonde dans lesquels les entreprises sont plongées aujourd'hui, ça avait commencé avant le Covid, mais le Covid a tout accéléré et tout rendu encore plus absolument nécessaire que ça ne l'était. Les expatriés ont des compétences qu'ils ont acquises au cours de leur mission, qui sont des compétences qui sont essentielles pour transformer les entreprises. Et moi, je trouve que une des choses que je fais, c'est en permanence d'expliquer à mes collègues de la communauté RH dans les entreprises, de leur expliquer, de leur faire comprendre ces compétences très particulières que les expatriés acquièrent et qui sont des compétences clés aujourd'hui dans le contexte de transformation dans lesquels on est. Voilà. Donc ça commence à venir, mais l'histoire n'est pas finie. Il y a encore du chemin à faire sur ce sujet-là. Moi, je vois chez nous les choses qui évoluent. Il y a un certain nombre de parties prenantes qui ont compris ça, qui du coup… parce que aujourd'hui, on est plus axé sur la recherche de soft skills plutôt que de hard skills. Okay, et qui a ces soft skills aujourd'hui? Qui les a sinon à l'expat? C'est vraiment un point qu'on développe en permanence chez Expat. Exactement. Essentiellement, les soft skills. Parce que les hard skills, s'il faut les acquérir, ils les acquièrent. Puis s'ils ne les ont pas, ils s'appuieront avec des méthodes collaboratives sur des gens qui les ont. Donc, le sujet est vraiment là, c'est cette prise de conscience par les entreprises qu'elles ont une d'or en termes de compétences qu'elles n'utilisent pas bien. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je vois partout où on a d'anciens expatriés, il y a des choses super intéressantes qui se passent. Et je suis convaincu qu'elles ne se passeraient pas de la même manière si ça n'était pas un ancien expatrié à la place. Je ne dis pas que ça se passerait moins bien, mais ça ne se passerait pas de la même manière. Et puis le troisième point, il y a un élément qui est essentiel, c'est la confiance.
c'est que je crois que, alors nous, comment dire, on a ce trésor, parce que c'est un trésor que nous avons, cette confiance. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que l'organisation ADO envoie de la confiance à ces expatriés, qui fait que même quand dans certaines situations, il peut arriver, en cas de situation que nous avons à gérer aujourd'hui, c'est le cas, qu'ils rentrent sans avoir une position, ils ont confiance. Et c'est pas la confiance n'est pas feinte ou jouée, elle est réelle. Mais je crois que c'est parce qu'on a su l'installer année après année, et aujourd'hui notre notre track record est là pour le prouver. Donc tout ça participe de la façon dont ça se passe. Proximité, reconnaissance, confiance, je trouve que c'est trois mots-clés très motivants pour structurer une politique auprès des pour faciliter le retour des expatriés. Et on voit bien que ça se met en place bien avant le retour. C'est ce que vous nous avez dit finalement en pointillé tout au long de votre intervention. Si jamais il fallait retenir une seule chose sur le retour, donc, là j'ai parlé d'anticipation, est-ce qu'il y aurait un autre point clé que vous voudriez souligner? Il y a un autre point clé, c'est que ça se passe bien. C'est-à-dire que on entend, enfin beaucoup moins, mais moi je voudrais casser le coup à cette idée de ouais, les retours d'expatriation, ça se passe pas bien, c'est compliqué. Il est exact que le chemin qui mène au retour est fait d'éléments qui sont très nombreux. Je parlerai plus de complexité plutôt que de complication. Et que de ce fait, et qu'une fois le moment venu, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et que moi, quand je maintiens le lien avec tous ces collaborateurs que j'ai accompagnés au long cours, c'est une communauté qui reste vivante. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, déjà, ces collaborateurs, on parlait de la statistique tout à l'heure, sont encore là. Et non contents d'être là, ils sont bien. Donc oui, s'il y avait une chose un message que j'avais envie de passer, c'est que oui, il y a un après l'expatriation qui est très positif à vivre. C'est pas, nous, on insiste toujours sur le fait que l'expatriation est un élément de parcours et surtout pas une parenthèse dans un parcours, enchanté en général, qui fait que tout le reste du parcours devient grisâtre. C'est pas vrai. Donc, mais ça, c'est une question d'être acteur, voilà, de ne pas attendre uniquement de gens comme moi qui vous mettent tout en place, qui vous déroulent le tapis. C'est un travail d'équipe et chacun doit jouer sa partition. Merci beaucoup Pierre-Marie Cusset. On pourrait passer des heures sur ce sujet. J'aurais encore des centaines de questions à vous poser. Mais je crois que déjà ce que vous avez apporté là sont des clés absolument fondamentales pour bien vivre son retour. Alors, si comme moi, vous vous êtes dit en entendant Pierre-Marie Cusset que c'était extrêmement intéressant et que c'est vraiment des facteurs qui peuvent changer un retour, ne soyez pas égoïste, taguez vos amis qui sont de retour pour leur partager ça, parce que Pierre-Marie insiste sur le fait que ça se passe souvent bien. Chez Expat Communication, forcément, nous on accompagne aussi des gens pour qui ont pas trouvé la porte qu'on leur indique là et qui se sont pris des murs, donc on sait que ça peut être difficile aussi. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas aussi à partager sur nos services pour ceux qui les connaissent, aussi bien sur la préparation de collaborateurs que toutes les aides qu'on peut avoir pour le retour à l'emploi du collaborateur, mais aussi d'ailleurs pour l'accueil des enfants. Et enfin, vous allez voir s'afficher à l'écran les prochaines vidéos
que vous pourrez trouver sur les sites d'Expat Communication, ainsi que les cafés de l'été, puisque vous vous souvenez qu'on a dit que pendant tout cet été, on continuait à animer des cafés pour les expatriés, puisqu'on sait bien qu'une grande partie d'entre vous ne peut pas rentrer et que ce sont des vacances pas comme les autres. Donc café recherche d'emploi, café comment ça se passe chez vous, café je ne rentre pas cet été, et même café je change d'école, enfin goûter pour les enfants, je change d'école à la rentrée. N'hésitez pas à inscrire vos petits loups. À très bientôt, amis expats. Marie Cusset, merci beaucoup pour tous ces éléments importants et à bientôt avec plaisir. À bientôt.